dans leur transformation, que ce soit numérique ou data. Et dans data, je mets toute la partie intelligence artificielle. Et donc moi, je porte cette partie-là et j'accompagne diverses collectivités et entreprises à travers la France de toute taille pour vous aider à mettre en œuvre des stratégies data IA depuis la conception jusqu'à l'implémentation, dans le but non pas de faire un projet technologique, mais dans le but de faire un projet qui vous permettra soit de mieux piloter votre activité, soit de mieux interagir avec vos clients, soit d'augmenter votre efficacité opérationnelle. Donc, un vrai objectif d'avoir un impact au sein de votre entreprise. Je vais vous partager le support et on va se lancer dans la présentation. Est-ce que vous voyez tous mon écran en grand? Non, je crois qu'il faut que vous le Ah, passiez en présentation. d'accord. Ça m'a Voilà. pris la mauvaise fenêtre. Voilà, très bien. Parfait. Allons-y. Donc, tout d'abord, quels sont les enjeux autour de l'IA et l'IA générative? Aujourd'hui, l'IA générative est une réalité terrain, mais en fait, derrière, c'est aussi l'intelligence artificielle. En fait, avec l'arrivée de l'IA générative qui a permis finalement à des masses beaucoup plus grandes de pouvoir comprendre comment fonctionne une IA ou, à défaut de comprendre, de pouvoir interagir avec de façon beaucoup plus simple, les gens se projettent dorénavant beaucoup plus dans l'usage de l'IA au sens large, même s'ils pensent plutôt IA générative. Et aujourd'hui, il y a un élément de recherche, un institut de recherche qui a fait une étude et auprès des Français qui considèrent que pour les trois quarts d'entre eux, l'IA va avoir un bénéfice pour eux dans leur travail, que ce soit dans l'efficacité, la gestion du temps ou de pouvoir travailler différemment et de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, une vraie attente des personnes dans les entreprises ou les collectivités dans la perspective de pouvoir utiliser l'IA et notamment l'IA générative, là où l'IA plus traditionnelle était quelque chose de plus confidentiel, où on se disait c'est un sujet d'expert. Aujourd'hui, l'IA générative, c'est ça la première révolution ou évolution, c'est la capacité à finalement utiliser facilement une technologie qui était auparavant plus difficile. Néanmoins, il y a des points d'attention et c'est de ça dont je vais parler aussi tout au long de cette présentation. Il y a des points d'attention et le premier point d'attention, c'est l'IA générative comme l'IA. Eh ben, ça travaille sur des données au sens large. Et aujourd'hui, plus de trois quarts des décideurs informatiques qui doivent gérer la donnée considèrent qu'il y a des biais dans les données. Et donc, la capacité à utiliser ces solutions d'IA et d'IA générative seront directement impactées si la qualité des données est pas la bonne. Et je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Mais donc, une vraie appétence marché, mais des éléments quand même à prendre en compte. Donc, si on revient très rapidement sur l'évolution de l'IA générative, de l'IA, pardon, en fait, bien sûr, l'intelligence artificielle n'est pas apparue avec l'IA générative. Au XXe siècle, c'était déjà quelque chose de développé, mais les grandes étapes, c'est en fait
d'abord, au début des années 2000, on a utilisé des typologies d'intelligence artificielle qui sont apparentées à du machine learning, qui permettaient de faire des analyses et des prédictions, et surtout qui permettaient de travailler sur des données structurées. Deuxième étape, dans les années 2010, il y a eu d'autres types d'intelligence artificielle qui se sont développés, autour du concept du deep learning, et donc là, qui ont permis d'introduire de l'IA sur la vision et du langage, et donc de permettre de faire de la reconnaissance et de la classification, et surtout de travailler sur de la donnée non structurée. Et dernière étape, ben, c'est ce qu'on a vu arriver avec l'intelligence artificielle générative, qui repose sur des intelligences artificielles qu'on appelle des transformers, parce que c'est capable de générer du contenu, c'est-à-dire de transformer du contenu dans un autre contenu. Et donc, c'est ça la révolution ou l'évolution majeure des transformers, c'est la capacité à générer du contenu, de l'intelligence et de l'interaction, et ça peut travailler sur tout type de données. Cette notion de données avec laquelle on peut travailler est importante, on la verra un peu plus tard, parce que c'est un élément important sur lequel on doit réfléchir dans l'usage de ces nouvelles technologies, et notamment de l'IA générative. Mais donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les quatre grandes activités principales qu'on peut faire avec de l'IA générative? La première, c'est de générer du contenu. C'est j'évite le syndrome de la page blanche. Je décris un certain nombre de choses, et je crée du contenu en autonomie, avec la capacité à faire du contenu écrit, mais aussi éventuellement de l'audio ou de la vidéo. Deuxième élément, je peux optimiser du contenu, c'est-à-dire plutôt que j'ai quelques idées, mais j'ai besoin de l'enrichir, ou pardon, j'ai besoin de réécrire du contenu, j'ai besoin d'améliorer quelque chose que j'ai rédigé, j'ai besoin d'effectuer une traduction. Je peux utiliser cette IA générative pour optimiser, transformer du contenu, ou interagir avec un contenu que je lui ai fourni, pour me permettre d'avoir plus d'arguments, pour me challenger et améliorer mon contenu. Troisième élément, je peux extraire des informations. Ça, c'est un élément important de l'IA générative, enfin une troisième dimension qui est intéressante. On a vu, j'évite le syndrome de la page blanche. Deux, je peux aller plus loin dans l'optimisation du contenu, ou des traductions, ou des transformations de contenu. Là, j'ai du contenu, et pour gagner du temps, pour comparer, je peux utiliser l'IA générative pour extraire des informations d'un document, faire des synthèses, faire des analyses sur des grands corpus documentaires, pour identifier certains éléments parmi une masse documentaire, ou retrouver un document dans un stockage plus global. Là où ça m'éviterait d'aller chercher l'information document par document, ou par une recherche de mots-clés Oui. qui est... Oui? Oh, qu'est-ce qu'il fait quoi? Ah. Arnaud, Cédric, ton micro est fermé. Pardon.
Dernier élément, la capacité à utiliser ces outils pour faire de la création, que ce soit dans le domaine du informatique et du développement informatique, donc créer du code, mais aussi pour créer des visuels, des audios, ou combiner différents éléments, que ce soit de la voix avec de l'audio pour recréer un document ou une vidéo complètement ad hoc de façon autonome. Mais attention, derrière cette capacité à faire des choses en autonomie et de faire beaucoup plus de choses, attention, il faut jamais oublier que l'IA générative n'est pas intelligente. Qu'est-ce que l'IA générative? Si je simplifie à l'extrême, c'est rien d'autre qu'un outil statistique. C'est-à-dire que c'est une intelligence qui va calculer la probabilité de, si c'est un texte, de trouver quel est le mot ou le bout de mot qui est le plus probable derrière celui qui vient juste d'écrire en relation avec une question qu'on a posée. Donc, c'est une réponse statistique. Et c'est un élément qu'il faut que vous gardiez en tête parce que ça a un certain nombre d'impacts derrière. Parce que, je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, vous prenez n'importe quelle solution d'IA générative, vous posez une question, donc un prompt, vous faites un prompt et vous posez une question. Si à votre question, il y a 3 solutions possibles, 3 réponses possibles, qui ont toutes statistiquement un tiers, 33% de chances d'être justes. Et ben, ça veut dire que l'IA générative va vous choisir une réponse et cette réponse-là aura 33% de chances d'être bonne, mais aussi 67% de chances d'être fausse. Et cette IA générative n'est pas consciente des réponses qu'elle donne, donc c'est un outil mathématique statistique qui enchaîne les mots, donc ne comprend pas forcément le sens. Elle peut, de par son apprentissage, se dire: «Ah, ce genre de type de question, les types de réponses qui ont été données étaient comme ça, donc on a l'impression que ça donne un sens», mais ce n'est que le résultat de son apprentissage. Ce qui amène un deuxième élément important à prendre en compte. L'IA générative va être le reflet des biais qu'elle a dans son apprentissage. Et son apprentissage est basé sur la masse d'informations qui existe sur le net, on va dire plutôt dans les sociétés, dans les sociétés développées, ce qui peut poser certaines questions sur la conception des sociétés et qui sont peut-être plus personnelles dans certaines sociétés de pays développés par rapport à par exemple des pays moins développés. Il y a un doctorant qui avait fait une thèse sur l'IA générative par rapport à son usage sur le continent africain. Et une de ses analyses, c'était que justement, les réponses étaient problématiques par rapport à ce continent qui a une approche de la société beaucoup plus collective que ce qu'on connaît dans nos sociétés occidentales. Mais donc, elle n'est pas consciente des réponses et donc elle va reproduire les biais de son apprentissage. Exemple, vous demandez de créer une image pour un PDG. Vous avez, c'est un exercice qui a été fait là, par un de mes collègues il y a un mois. Il a eu 9 images
d'un homme blanc, d'un homme et blanc. Donc c'est un biais involontaire de la part de l'IA générative, mais il a été nourri d'un ensemble d'images où la probabilité d'avoir une image illustrant un PDG était majoritairement celle d'un homme blanc, ce qui est pas forcément la règle. Pareil, quand on voit l'évolution des profils dans certains métiers, on voit que certains métiers traditionnellement pouvaient être soit très masculins, soit très féminins. Sauf que aujourd'hui, la société évolue, les formations sont beaucoup plus, ont des populations beaucoup plus mélangées. Sauf que le risque d'utiliser une IA générative pour faire un premier screening de CV, et si vous lui demandez de proposer les 10 CV les plus intéressants, si un bien volontaire qu'il avait dans son apprentissage était de dire je recrute 80% d'hommes ou 80% de femmes selon la typologie de métier, et ben, dans les CV que on va vous présenter aujourd'hui, vous risquez d'avoir 8 CV d'un genre et que 2 CV de l'autre, alors que aujourd'hui, les nouvelles générations sont peut-être beaucoup plus équilibrées à 50-50, et donc vous allez passer à côté de certaines opportunités. Ce qui amène à la troisième dimension qui est non, ce n'est pas fiable à 100%. Aujourd'hui, on dit que une IA générative standard public a un taux d'hallucination entre 30 et 40%. Il y a des technologies, des techniques pour monter ce degré de fiabilité entre 90 et 95% selon les cas d'usage qu'on a. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête, que ce n'est pas fiable à 100%. Ce qui fait que ça génère quelques impacts et quelques enjeux sociétaux dans la façon de l'utiliser. Le premier élément, c'est la crainte de substitution d'emploi. Plutôt que de substitution d'emploi, faut plutôt se poser la question de comment j'utilise cette technologie pour faire évoluer la façon de travailler mes collaborateurs en leur donnant un outil pour travailler différemment. Néanmoins, c'est vrai que il peut y avoir quelques substitutions d'emploi, surtout dans des tâches productives autour de la gestion du savoir, qui sont peut-être pas à remplacer, mais déplacées. Ça fait écho à la transformation des secteurs. Aujourd'hui, avec de l'IA générative, vous êtes capable de créer un contenu audio, un contenu vidéo ou un contenu graphique. Donc, le métier des graphistes en freelance ou d'entreprises de graphistes ou de création de contenu visuel sont effectivement très challengés. Pourquoi? En fait, il y a deux impacts. Il y a le premier, c'est pour des petites créations avec une solution d'IA générative, on peut créer soi-même un contenu visuel et se dire bah, finalement c'est satisfaisant. On n'est pas un professionnel de la création visuelle, mais on se dit j'ai pu le créer en une demi-heure, une heure et demie. Et bah, pour mon objectif, moi, ça me satisfait, même si je suis pas un expert, ça me satisfait et donc je ne vais plus sous-traiter ce besoin-là. Ça, c'est le premier impact, donc ça nécessite une réflexion pour ces acteurs du secteur. Le deuxième impact que ça peut avoir, c'est moi, en tant qu'entreprise, je considère que j'ai quand même besoin de faire appel
à un expert en graphisme pour me créer tout un univers graphique ou me créer des supports graphiques. Mais finalement, je vais challenger beaucoup plus les devis que je vais avoir parce que il y a des raccourcis qui commencent à être faits où on se dit, ah, mais vous me présentez un devis à 10 000 ou 20 000 euros pour créer du contenu. Moi, je prends une solution ChatGPT ou une solution d'IA générative qui sont spécialisées sur la création graphique et je vous fais ça en 2 jours de travail, voire en une journée. Donc, 20 000 euros la journée ou les 2 jours de travail, c'est complètement excessif. Et donc, ce secteur commence à être challengé sur son positionnement et son niveau de facturation, la capacité à facturer sa capacité créative, parce que les clients se disent, avec l'IA générative, c'est plus simple, donc 20 000 euros pour 2 jours de travail, c'est complètement excessif. Donc, plus qu'une substitution d'emploi, ça peut être des déplacements de tâches depuis un secteur vers un autre qui peuvent impacter certains secteurs dans leur transformation. Mais surtout, les 2 éléments importants, c'est se poser la question de l'évolution des compétences et des nouvelles fonctions. Rappelez-vous, sur la slide précédente, je vous disais, c'est un outil qui n'est pas fiable à 100%. C'est néanmoins un outil très puissant de partage de savoir, de mise à disposition de savoir. Et donc, effectivement, il y a des enquêtes qui ont été faites et qui ont montré que en mettant des outils IA générative dans les mains de profils juniors, ils étaient augmentés de 40%. Donc, ils pouvaient faire beaucoup plus de choses et ça a été évalué à plus 40%. Pour des profils seniors, ils n'ont été augmentés que de 17%. Ce qui est pas surprenant puisque c'est un outil de partage de savoir et donc quand on a plus d'expérience, on a plus de savoir et on est moins augmenté. C'est néanmoins intéressant de pouvoir être potentiellement 17% plus efficace ou faire 17% de plus de choses, même si la journée n'a pas augmenté de 17%. Par contre, à contrario, ce qu'ils ont vu, c'est que en mettant à disposition ces outils-là, il y avait 20% de mauvaises réponses qui étaient utilisées dans l'entreprise. Et les 2 raisons principales pour lesquelles ces mauvaises réponses étaient utilisées dans l'entreprise, c'était la première, la personne qui utilisait la réponse n'était pas conscient que c'était une mauvaise réponse. Donc, ce qui pose la question de soit l'évolution des compétences pour faire monter en compétences ceux qui l'utilisent, soit des nouvelles fonctions ou de la nouvelle organisation, de se dire je permets à des gens avec moins d'expérience de pouvoir travailler sur un certain nombre de dossiers ou de préparer un certain nombre de dossiers, mais il faut que je m'assure qu'il y ait une relecture et une vérification avec quelqu'un qui a la compétence pour évaluer si la réponse est la bonne ou la mauvaise. Et donc, c'est se poser la question de comment est-ce que éventuellement je m'organise différemment avec l'arrivée avec l'usage de ces nouveaux outils. Derrière, bien sûr, c'est les nouvelles technologies et on verra un peu plus loin, selon vous, votre façon de l'implémenter chez vous, ça peut nécessiter d'avoir des nouvelles fonctions au sein de l'entreprise, soit pour pouvoir gérer la solution technologique, soit pour mettre en place la gouvernance de données
pertinente pour pouvoir avoir des réponses pertinentes. Parce que là encore, faut bien garder en tête que la réponse n'est pas 100% fiable. On peut mettre en place des solutions technologiques ou organisationnelles pour monter à un degré de qualité de réponse nettement supérieur et minimiser le risque d'erreur ou d'hallucination. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? Est-ce qu'il y a eu des questions à ce stade, Nathalie? Pas de questions, je continue. Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. D'accord, merci. Je continue. Derrière, il y a quand même des choses à comprendre derrière cette technologie qui est assez puissante. C'est que dans le mot IA générative, il y a le mot générative. Ce qui veut dire que, contrairement à une IA plus traditionnelle où on l'entraîne une fois, on crée finalement une relation entre les données d'entrée et les données de sortie qui sont figées. Dans l'IA générative, chaque fois qu'on fait un prompt, eh ben, on génère une question qui doit être analysée par l'ordinateur, et deux, on lui demande de générer une réponse. Donc, chaque interaction est l'occasion de consommer. Et cette consommation, c'est de la consommation de ressources de calcul qui est l'élément dans les data centers qui est le plus consommateur de ressources. Il y a des estimations qui ont été faites de se dire, bon, pour entraîner un modèle, alors a priori, vous n'allez pas vous-même entraîner un modèle, mais rien que pour entraîner un modèle, c'est un aller-retour Paris-New York pour 300 à 400 passagers. Mais surtout, c'est chaque fois que vous faites une requête, vous consommez 5 millilitres d'eau. C'était Suez qui avait transcrit ça par rapport à son métier. Donc, chaque fois que vous faites un prompt, vous consommez 5 millilitres d'eau. Ce qui peut poser la question de est-ce que j'ai vraiment besoin de ces outils dans certains cas d'usage? Exemple, on me met à disposition un outil qui me permette d'écrire mes mails. Est-ce que pour écrire un email qui va faire entre 2 et 3 phrases, j'ai besoin d'avoir un outil d'IA générative sur lequel je vais dire je veux écrire un email sur tel sujet pour répondre à telle problématique. Il va me proposer une réponse, ça va être peut-être pas complètement adapté, je vais lui faire un deuxième prompt et au final, je vais ajuster le contenu. Se dire qu'on a consommé 10 millilitres d'eau ou roulé quelques centaines de mètres en voiture juste pour écrire cet email pose question de l'impact environnemental qu'on veut avoir dans l'usage de ces nouvelles technologies. D'ailleurs, quand nous, on a travaillé avec des entreprises industrielles, c'était le premier questionnement de responsables industriels, c'était de se dire effectivement quel est le besoin de contrôler les usages d'IA générative par rapport à eux, toutes leurs difficultés à avoir des gains carbone dans leur usine, et de se dire ça va être complètement détruit par les gens dans les bureaux qui risquent d'utiliser ça de façon excessive par rapport à un besoin qui n'est pas forcément le plus pertinent. Pour
une autre comparaison, c'est Hugging Face qui compare et expose un certain nombre de solutions d'IA générative, avait montré que chaque fois que vous créez 1000 images avec certaines solutions d'IA générative, c'est comme si vous rouliez 6,6 km. Donc, un vrai enjeu de se poser la question de quel impact ça peut avoir. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si l'ensemble des sociétés voulaient mettre une solution d'IA générative à disposition de tous ses salariés et les collectivités de tout le monde, on n'aurait pas suffisamment d'énergie pour pouvoir faire tourner tous les data centers. Chez Orange, d'ailleurs, nous avons testé des solutions et nous avons fait le choix de ne pas mettre à disposition certaines solutions d'IA générative, notamment, vous avez probablement entendu parler de Copilot, la solution de Microsoft. Nous avons fait un choix volontaire de ne pas mettre Copilot à disposition de tout le monde parce que le ROI était pas suffisamment intéressant pour nous permettre de le mettre à disposition de tout le monde et n'avait pas un impact suffisant auprès de certaines personnes. On reviendra dessus. Autre élément à prendre en compte, c'est l'arrivée de l'IA Act. On a un cadre juridique qui a évolué et qui a été voté en Europe, qui est entré en vigueur en juillet, qui a des dates d'application progressives sur 36 mois, mais auxquelles il va falloir se soumettre de façon obligatoire. En effet, les enjeux, c'est que ça s'applique sur tout le territoire. Donc, ce n'est pas un enjeu de « je suis fournisseur installé à l'étranger ». Non, c'est dans les usages. Donc, sur l'ensemble du territoire européen, il va falloir analyser les systèmes d'IA, et pas que d'IA générative, qui sont utilisés pour évaluer leur degré de risque. C'est une approche basée sur le risque où il va falloir classifier les typologies d'IA générative et d'IA qui sont utilisées avec certaines intelligences artificielles qui seront interdites d'usage. Ça s'applique à absolument tous les secteurs, sauf, il y a 3 exclusions. C'est à des fins militaires ou de défense, si vous faites de la recherche ou de l'innovation, ou si vous développez ça dans votre garage à usage tout à fait personnel et non pas professionnel. Et par rapport à certaines initiatives dans d'autres régions du monde, cette législation est contraignante. C'est-à-dire que si vous ne respectez pas les règles qui sont édictées, vous êtes soumis à des amendes qui peuvent aller de 1,5% de votre chiffre d'affaires ou 7 millions d'euros jusqu'à 7% du chiffre d'affaires annuel mondial si vous êtes mondial et 35 millions d'euros. Donc, un vrai enjeu juridique qui s'est mis en place avec un besoin de suivre ces usages. Alors, vous verrez, il y a des spécificités de responsabilité selon que vous êtes fournisseur d'une intelligence artificielle, selon que vous déployez ou vous distribuez une solution d'intelligence artificielle, ou que vous êtes seulement utilisateur d'intelligence artificielle.
mais il y a des responsabilités néanmoins depuis la création de l'intelligence artificielle à l'usage de l'intelligence artificielle. Alors, quelles sont les solutions techniques? On a vu, il y a du potentiel, il y a des points de vigilance. On se dit, il faut quand même que je regarde ça, je vois comment l'utiliser. Nous, notre approche, c'est de se dire que finalement, il y a des solutions, des solutions très grand public, donc des solutions gratuites qui sont disponibles pour l'utilisateur final et qui sont très intégrées, très, très verticales, que ce soit pour du grand public ou que ce soit pour les entreprises et pour les salariés ou collaborateurs d'une collectivité ou d'une entreprise. Et donc, c'est une façon aujourd'hui d'utiliser des solutions, c'est je prends quelque chose sur étagère, très intégré, avec une interface utilisateur qui a déjà été développée et je me repose sur ces entreprises avec la contrainte que, bien sûr, je suis pas maître d'une customisation parce que c'est une solution standardisée et ça fait un peu boîte noire où on n'a pas trop la capacité à soit comprendre, soit influencer comment travaille le LLM. À l'inverse, je peux construire ma solution propre en interne. Donc, j'ai besoin d'avoir une DSI qui va pouvoir prendre des briques et des LLM. Donc, les LLM, c'est le moteur de l'intelligence artificielle dans une IA générative que je vais intégrer dans mon écosystème et que je vais pouvoir plus gérer, sur lequel je vais avoir plus d'autonomie pour décider comment ça va être intégré au sein de mon écosystème et de pouvoir éventuellement influencer sur certains paramètres de réglage de mon LLM et éventuellement construire des utilisations directes ou indirectes. C'est-à-dire que on peut se dire, j'utilise une solution d'IA générative pour mettre à disposition directement de mes employés, ou je peux utiliser des solutions ici aussi directement à disposition de mes employés, ou éventuellement de se dire, je l'utilise pour rendre meilleur un autre système. C'est-à-dire que il y a, je ne sais pas si vous avez entendu parler du cas Air Canada, qui s'est fait condamner pour son chatbot sur lequel il avait utilisé de l'IA générative à disposition de ses clients finaux. Comme je vous l'ai expliqué précédemment, l'IA générative n'est pas 100% fiable. Et ce qui s'est passé, c'est Air Canada se dit, c'est génial cette technologie, je mets à disposition dans mon chatbot client, je l'augmente avec une solution d'IA générative. Et pour mes clients, ils peuvent interagir de façon plus intuitive, ils peuvent avoir des questions-réponses, des échanges plus construits et plus divers que juste mon chatbot avec mon arbre décisionnel. Sauf que, excusez-moi, est arrivé le cas de figure où le client a posé une question sur une tarification. Le chatbot enrichi d'IA générative lui a donné une réponse qui était fausse.
Le client, et donc il avait pris un billet pour aller d'un bout à l'autre du Canada dans le cadre d'un décès familial. Et Air Canada avait une politique spécifique de réduction sur ces billets dans ces cas de figure. L'IA générative avait dit aucun problème, vous prenez votre billet et vous serez, on vous déduira après votre réduction. Et quand le client a voulu le faire, l'interface humain qu'il a eu, la personne qu'il a eu pour faire ça, lui a dit « Ah, mais non, vous ne pouvez pas avoir de réduction, il fallait le faire différemment, il fallait le déclarer en amont pour avoir la réduction. » Air Canada a au départ pas voulu rembourser le client et a plaidé le « c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'IA générative et donc je ne vais pas rembourser mon client ». Il a quand même perdu son procès, il a dû rembourser le client et il a surtout retiré l'IA générative de son chatbot. Néanmoins, donc, est-ce que ça veut dire qu'on n'utilise plus d'IA générative? Ça, c'est vous d'estimer quelle est la part de gain potentiel dans l'interaction avec vos clients versus le potentiel d'erreur et l'engagement que ça génère. Mais une autre façon d'utiliser l'IA générative, c'est de se dire, plutôt que de le mettre directement face à mes clients, finalement, je l'utilise en interne et soit je l'utilise pour améliorer mon chatbot et enrichir mon chatbot de plus de réponses pour répondre à un plus grand nombre de questions. Donc là, première piste, j'enrichis mon chatbot qui reste autonome. Deux, autre question, finalement, je mets cet outil-là non pas dans mon chatbot, mais je le mets à disposition de mon centre d'appel qui permet à tous mes employés de mon centre d'appel de pouvoir interagir avec cette solution d'IA générative qui permet d'aller chercher beaucoup plus rapidement des réponses. Et l'employé de centre d'appel, lui, a cette expérience de quelle est la bonne réponse versus la mauvaise réponse, et donc fait l'interface avec le client final en sécurisant la réponse. Donc, vous voyez, il y a des usages qui peuvent être à différents niveaux dans les implémentations que vous avez, et c'est probablement un besoin d'avoir une solution qui est plus basée sur des solutions que vous maîtrisez en interne. En tout cas, nous, chez Orange, c'est des choses on a vues et on n'a pas voulu enrichir nos chatbots clients avec de l'IA générative à date pour maîtriser les réponses. Par contre, dans des usages internes pour des chatbots qui sont disponibles en interne, l'usage de l'IA générative nous a permis de mettre en œuvre des chatbots en une semaine, là où on prenait 3 semaines auparavant. On a aussi accompagné une société pour leur mettre en place une solution d'IA générative chatbot pour les employés d'un centre d'appel. Et ce qui était intéressant, c'était que finalement, on a permis aux gens de pouvoir fournir des informations plus qualifiées, plus rapidement auprès des clients externes. Donc, on a vu un raccourcissement du délai d'appel, mais surtout, ce qu'on n'avait pas anticipé,
c'est que dans le métier du centre appel, il y a un certain turnover qui est assez fort, et on s'est aperçu que le niveau de turnover a diminué de 30% parce que les employés étaient plus satisfaits du travail qu'ils fournissaient, de la qualité des réponses qu'ils fournissaient, et étaient contents d'avoir cet outil pour fournir un travail et fournir des réponses plus qualitatives. Donc c'est donc un impact non anticipé, mais néanmoins très impactant. Et donc, quels sont les avantages et inconvénients de ces deux solutions, entre des solutions très intégrées à gauche et des solutions plus intégrées en interne par vos équipes DSI de façon plus autonome? Pour les solutions beaucoup plus intégrées, ben, c'est la simplicité d'utilisation. Parfois, c'est juste même une activation de licence. La montée en compétences sur juste la partie interface utilisateur peut être plus rapide. Ça a déjà été travaillé. Il y a parfois, vous êtes accompagné par la société qui vous fournit ces licences, et c'est quelque chose qui est déjà industrialisé et sur lequel vous n'avez pas à vous préoccuper de la version, des montées en version, donc une certaine simplicité. Par contre, le risque, c'est dans la gestion des coûts et dans la partie financière, parce que ça peut être très coûteux. Aujourd'hui, vous voulez utiliser Copilot chez vous, ça coûte 30 $ par mois et par personne, donc on va dire à peu près 30 € par mois et par personne. Sauf que il faut pas oublier que c'est par-dessus une première licence de Microsoft Office qui doit être d'un certain niveau, qui coûte déjà 30 € par mois et par licence, et que vous utilisez cette solution-là 2 fois par mois, ça vous coûte 30 € par mois, 30 € par mois. Donc, c'est là où, chez Orange, on a travaillé avec différents métiers au sein de l'entreprise pour se poser la question de auprès de quel métier cette solution a le plus d'impact, et pour lequel on est prêt à payer ce montant-là. Dernier élément, c'est dans des solutions très intégrées, se pose la question de finalement où sont nos données, comment sont gérées nos données, versus des solutions que vous êtes capable de construire en interne, où vous maîtrisez finalement les données et le stockage de vos données. Vous avez une meilleure visibilité sur la gestion des coûts, ce qui ne veut pas dire qu'il faut se dire j'ai développé mon système donc ce sera forcément moins cher. Non, il faut faire attention à les usages dans votre entreprise ou votre collectivité pour vérifier comment c'est utilisé, parce que ça peut être assez exponentiel aussi. Et vous avez aussi une meilleure visibilité sur la consommation énergétique ou l'impact RSE, alors qu'ici, les réponses restent assez floues. A contrario, eh ben, il faut plus d'expertise pour gérer tous les composants de votre solution, gérer les versionning, et aujourd'hui, il peut y avoir certaines compétences assez rares pour pouvoir mettre en œuvre ces projets. Deuxième élément, d'un point de vue technique à prendre en compte, c'est se poser la question de comment je l'implémente chez moi. Que ce soit des solutions très packagées ou des solutions
ad hoc. Alors là, c'est des solutions que nous proposons en interne qui s'appellent Solutalk ou Live Intelligence, qui sont basées sur différents types de LLM, qui peuvent être complètement souverains sur Live Intelligence avec du stockage de données dans des environnements sécurisés, Secnum Cloud et hébergés en France. Mais on peut avoir différentes façons aussi d'utiliser ces LLM. Ça peut être un chat GPT privé, donc vous utilisez du chat GPT, mais dans un environnement privé, comme ça vous êtes sûr que toutes vos données restent dans un environnement que vous maîtrisez et ne deviennent pas publiques. Aujourd'hui, vous utilisez chat GPT public, toutes vos réponses, vos interactions sont enregistrées et tous les 3 mois sont évaluées par des équipes en Inde et si elles sont pertinentes, renourrissent les algorithmes de LLM pour les enrichir. Mais donc, ça tombe dans la sphère publique. Il y a des façons de l'intégrer, de rendre ces solutions globales génériques plus pertinentes, plus ciblées, réduire le taux d'hallucination en prenant en compte des données que vous indexez, des données spécifiques et la capacité à réduire, à demander à ce que ces solutions-là ne prennent en compte que ces données indexées pour réduire la capacité le risque d'hallucination et la spécification et la pertinence de la réponse et prendre en compte de l'historique du chat. Il y a un troisième niveau d'intégration, c'est de se dire je l'intègre à mes propres outils qui sont en interne ou mes ERP. Et il y a un dernier niveau possible où là, je vais même jusqu'à réentraîner les modèles pour le spécialiser sur un cas d'usage bien spécifique, parce que soit c'est une problématique qui est très spécifique à mon entreprise, ou une problématique très spécifique à un besoin où il n'y a pas eu suffisamment d'apprentissage sur le marché. Exemple, aujourd'hui, nous, chez Orange, on a fait des tests pour développer une solution propre pour écrire du code. Et on s'est aperçu que finalement, d'avoir notre propre solution n'était pas plus pertinente que les GitHub Copilot qui sont disponibles, ou d'avoir une solution private GPT, c'est-à-dire un chat GPT dans un environnement privé et qui a appris avec tout ce qu'il a pu connaître sur le marché. Cédric, oui, j'ai vu qu'il y a une question, je finis juste mon point et je prends la question. Ça marche. A contrario, pour un de nos clients, et on va dire dans le secteur bancaire, mais c'est un projet confidentiel, donc je ne peux pas vous dire quel est le client, sur un langage très particulier, où les compétences se raréfient parce que c'est un langage ancien, où les compétences sont moins en moins grandes, mais où il y a beaucoup de systèmes qui reposent sur ce langage. Il y a besoin de vraiment créer un outil très spécifique pour pouvoir permettre d'utiliser une solution d'IA générative pertinente pour les développeurs, pour continuer d'utiliser ce langage, ou permettre de basculer un certain nombre d'applications qui sont basées sur ce langage vers des langages plus modernes où on aura moins de contraintes de connaissances. Je vous écoute pour la question. Oui, rebonjour. Par rapport à Copilot sur Edge, parce que nous, on a Office 365, ce que j'en avais compris, c'est pour ça que je vous pose la question, c'est que si par exemple,
on injectait un document pour en avoir une synthèse, ça ne repartait pas, c'était pas partagé avec le reste du monde, quoi. C'est-à-dire que ça restait dans la structure. Alors, c'est une modification qu'ils ont faite récemment. D'accord? Initialement, quand vous utilisiez le chat GPT et donc les autres solutions similaires, les documents aussi pouvaient tomber dans la sphère publique. D'ailleurs, c'était l'année dernière, à l'été dernier, une grande entreprise française du CAC 40 avait, donc c'était, on revient un peu en arrière, avait utilisé, enfin tout le monde testait ChatGPT un peu dans son coin. Il y avait même une stat qui était sortie que 68% des professionnels utilisaient ChatGPT sans le dire à leur patron. Et donc, dans cette grande entreprise, les commerciaux avaient commencé à utiliser ChatGPT pour répondre à des appels d'offres, trouvaient ça absolument génial, l'utilisaient de plus en plus jusqu'à commencer à mettre même des tarifications dans l'outil avant même d'avoir remis l'appel d'offres. Ce qui a posé un vrai problème. Et donc là, il y a eu un peu le DSI a coupé manu militari les accès et a créé un chat GPT privé dans un environnement privé où il avait la puissance du chat GPT, mais dans un environnement privé où toutes les réponses restaient en local. Et c'est le cas aujourd'hui avec Copilot, c'est ça? Aujourd'hui, aujourd'hui avec Copilot, c'est un peu, ça dépend un peu de comment vous voulez le faire, mais Copilot, effectivement, restreint, peut restreindre les données à votre environnement si vous le demandez. Néanmoins, et ça me fait la transition parfaite sur l'importance des cas d'usage, c'est néanmoins, il faut vraiment se poser la question de quels sont les cas d'usage que vous voulez mettre en œuvre et quelles sont les données que vous allez utiliser. On voit qu'il y a énormément de cas d'usage qui sont possibles pour tous les métiers de l'entreprise. Alors, bien sûr, sur des métiers de pure production, on va pas mettre de l'IA générative sur des chaînes de production, mais on a véritablement des cas d'usage qui existent pour toutes les fonctions de l'entreprise. Mais du coup, ce qu'il faut se poser comme question, c'est quel est le type de réponse que vous souhaitez? 2, quel est le type de données avec laquelle vous allez travailler? Et c'est pour ça que nous, on a tous ces cas d'usage, on les a catégorisés selon les 2 axes de savoir est-ce que quelle est la typologie de réponse entre c'est une réponse très générique ou c'est une réponse très spécifique? Générique, c'est-à-dire ça peut être utilisé soit même dans le domaine public, soit générique au sein de l'entreprise. Donc, j'ai pas besoin d'avoir une connaissance spécifique d'un métier pour avoir une réponse. Ce qui me dit OK, c'est des choses qui sont que je peux mettre à disposition potentiellement du plus grand nombre. J'ai peut-être un niveau de vérification moins important sur la gestion des hallucinations. Par contre, si c'est très spécifique métier, je peux me poser la question de est-ce que je donne accès à un outil à tout le monde alors que c'est un besoin très spécifique métier? Et 2, est-ce que je ne vais pas restreindre l'usage de l'outil à un certain métier parce que la performance sera pour répondre avant tout à un métier, donc il n'y a pas besoin de le mettre à disposition de tout le monde. Donc ça, c'est une première lecture. Et la deuxième lecture qui est importante, c'est la typologie de données que vous allez utiliser. Est-ce que c'est de la donnée publique?
Est-ce que c'est de la donnée entreprise? Est-ce que c'est la donnée spécifique à un métier dans l'entreprise? Est-ce que c'est de la donnée qui est complètement personnelle? Si je reviens sur votre question de Copilot, il y a une entreprise qui a testé Copilot, qui se disait, c'est des réponses génériques des données entreprises, donc tout le monde peut l'utiliser. Sauf que quelqu'un des RH a voulu tester Copilot avec une feuille de paie, en l'occurrence c'était une feuille de paie d'un membre du comité de direction, et quelqu'un de l'entreprise qui a utilisé la solution après est tombé sur le salaire du responsable de comité de direction. Donc, un vrai enjeu à se poser la question de finalement, quelle est la donnée que je mets à disposition des gens, et est-ce que c'est des données, c'est des réponses très spécifiques ou des réponses très génériques? Nous, on a, et je vous l'illustre par un travail qu'on a fait pour une entreprise qui accompagne les collectivités et les entreprises, où il se posait la question de comment utiliser l'IA et l'IA générative au sein de l'entreprise, avec une volonté d'investir dans l'IA générative. On a travaillé avec chacun des métiers sur leurs points de douleur. On en a retiré 18 cas d'usage, et à travers cette analyse de cas d'usage, on a déjà fait un premier filtre en disant, finalement, il n'y en a que la moitié, 9, qui sont pertinents pour avoir une réponse avec une solution d'IA générative. Les autres, en fait, ça peut être soit du RPA, soit un bon tableau de bord avec de la business intelligence qui est bien construit et qui donnera les informations nécessaires. Un dernier, c'était un usage d'une IA traditionnelle où on va entraîner un modèle, et après, c'est quelque chose de beaucoup plus maîtrisé où, avec une IA traditionnelle, à question A, on a une réponse A, et donc c'est beaucoup plus maîtrisé, et il y a moins besoin de se poser la question de comment je gère les hallucinations. Et donc, on s'est focalisé ensuite sur ces 9 cas d'usage qui sur lesquels on aurait pu se dire, j'ai 9 cas d'usage, il me faut 9 solutions technologiques séparées, parce que c'est pour des métiers différents, c'est avec des données différentes. Et en fait, non, on les a analysées à la lumière de quelle typologie de réponse c'était et quelle typologie de données ça impliquait. Et en fait, on a 2 cas d'usage, on les a séparés en 2. Parce que ces 2 cas d'usage faisaient appel à de la donnée publique avec des réponses génériques. Et donc, ces 9 cas d'usage, on a proposé seulement 5 implémentations directes, avec, dans ces 5 implémentations directes, des solutions même gratuites, parce que c'était sur de la donnée publique, avec des réponses génériques, donc qui peuvent être mises à disposition facilement au sein de l'entreprise. Ensuite, on avait une autre solution où finalement, c'était des réponses spécifiques au métier, mais néanmoins qui étaient sur des données de l'entreprise qui étaient accessibles par tous les gens des métiers. Et donc, une capacité à se dire, la donnée, elle est déjà partagée, donc je n'ai pas besoin de créer des segmentations supplémentaires. Mais par contre, je crée une solution technique unique que je mets à disposition d'un certain nombre de personnes, mais je vais par contre travailler individuellement les cas d'usage, l'usage de l'outil, le prompting, les pré-programmations pour essayer d'adresser le 80-20 dans le but de minimiser l'impact
RSE et financier de l'usage de ces outils. Et ensuite, il y avait une solution où c'était des données beaucoup plus particulières et spécifiques métiers, où là, il y avait besoin d'avoir un focus très particulier pour que l'outil puisse donner des réponses très spécifiques en se basant juste sur un corpus documentaire et pas un corpus documentaire élargi. Donc, l'objectif et la clé, c'est, vous avez vu, il y a un vrai potentiel, il y a des solutions technologiques diverses qui peuvent être employées, mais finalement, c'est à travers le cas d'usage que vous allez pouvoir déterminer quelle est la solution la plus adaptée pour utiliser ces technologies-là. Et d'autre part, comme je vous disais, la différence entre l'IA générative et l'intelligence artificielle, c'est que, plus traditionnelle, c'est dans l'intelligence artificielle, à question A, vous avez une réponse A. Dans l'intelligence artificielle générative, à question A, vous avez une réponse A1, A2, A3, qui peuvent être toutes bonnes, mais qui seront jamais rédigées de la même façon, puisque la machine régénère chaque fois une réponse, et donc sera lue différemment selon la personne qui la lit, de par sa compétence, mais de par sa sensibilité. Et donc, c'est ça que je veux partager aussi, c'est des enseignements clés autour de nos expérimentations. Pierre, j'ai bien vu que vous avez relevé la main. Je finis ça, Oui. des fois que ça puisse répondre à votre question, et je prends votre question. La première chose, le prompt engineering, donc la compréhension du prompt et le travail autour du prompt au démarrage, mais aussi pendant l'expérimentation et pendant les premiers usages, est clé pour arriver à avoir une pertinence et une qualité de réponse la meilleure et le plus rapidement possible. C'est un vrai enjeu. Le deuxième, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin d'une solution spécifique ou est-ce que une solution générique est suffisamment performante, pertinente, et je vais juste me poser la question de comment je vais mieux faire mon prompt engineering ou comment je vais mieux monitorer mon test. Et ça, c'est un vrai facteur clé de succès. C'est lorsque vous testez ces technologies, il faut vraiment mettre en place un accompagnement durant toute la période de test. La qualité des réponses sera pertinente, enfin la valeur retenue de la solution sera jugée à l'aube finalement de l'usage et de la perception de la qualité des réponses. Et cet élément de perception ne peut être suivi, doit être capté tout au long de l'expérimentation, parce que c'est la perception. On utilise une solution de ChatGPT, on pose tous la même question, on aura tous notre lecture différente de la réponse, qui sera légèrement différente, et contrairement à une IA qui donnera une seule réponse, et ce sera la même pour tout le monde. Et donc nous, c'est vraiment ce qu'on a vu dans tous nos accompagnements. C'est très important d'avoir un suivi dans la mise en œuvre d'une expérimentation ou d'un passage à l'échelle, du suivi de l'usage, parce que il faut capter les usages ou les mauvais usages. Nous, chez Orange, on a commencé à tester ChatGPT, on a laissé les testeurs en autonomie pendant 1 mois, et on s'est aperçu qu'il y avait un effet déceptif et on a dû ramer pour les ramener à bord.
et les projeter dans des usages et leur ouvrir le champ des possibles pour l'usage de ces technologies-là. Ensuite, c'était d'être capable de voir quelle est la réelle compréhension du gain de l'outil dans ces usages pour, in fine, se dire quelle est ma rentabilité et est-ce que je vais investir dans ces outils qui coûtent quand même relativement cher. Quatrième point, vous vous lancez dans une expérimentation, c'est important de se fixer une limite dans le temps, que ce soit des petites entreprises ou collectivités ou des grandes entreprises, se dire je fais un POC où je me limite dans le temps. Sinon, il n'y a jamais de décision. Si c'est finalement pas si performant, ben, autant arrêter tout de suite et rediriger. Si c'est intéressant, mais on n'arrive pas à vraiment se dire est-ce qu'il y a de la valeur ou pas, l'intérêt va se diluer et un an et demi plus tard, on ne saura pas si il y a vraiment une pertinence. Et le dernier point, c'est il y a un écart entre le prototypage et la mise en production. Il faut bien appréhender ce que ça veut dire de passer à l'échelle, bien quantifier le nombre de personnes que ça impliquera et justement l'importance du POC, de se dire qui l'a utilisé comment, peut permettre de se dire tiens, comment je vais l'implémenter et éventuellement se dire je ne vais pas l'implémenter de la même façon que durant mon expérimentation. Pierre, vous aviez de nouveau une question. Oui, merci Cédric. Par rapport à la diapo précédente, là, vous évoquiez des cas d'usage. Est-ce que vous avez un exemple, alors sans citer bien évidemment l'entreprise, mais un exemple dans un petit commerce et puis un autre dans une PME ou PMI, par exemple sur le commercial, comment est-ce que j'ai pu utiliser ce que j'avais comme information sur mes clients pour améliorer mes ventes, ou mon branding, etc. Et dans la production, comment est-ce que j'ai pu utiliser des informations pour améliorer la productivité ou la qualité? Alors, sur ma connaissance client, là, ça dépend un peu des outils que vous avez d'interaction, mais l'intérêt de ces outils-là, c'est de pouvoir prendre beaucoup de données non structurées et d'en faire une synthèse, un résumé. Donc, vous avez des canaux d'échange par mail, par SMS, par chatbot. Vous êtes capable de prendre en compte tous vos canaux d'interaction et de faire une synthèse des interactions successives que vous avez eues avec votre client et d'avoir un résumé sur la prochaine action. Aujourd'hui, il y a des investigations, ça existe déjà dans le domaine de l'IA, sur essayer de faire de l'analyse de sentiments et de l'analyse de la sensibilité du client, parfois même en temps réel. Aujourd'hui, moi, ce que j'ai plutôt entendu, c'est que sur l'IAGEN, on n'y est pas encore sur la performance autour de l'analyse de sentiments et notamment en temps réel, mais ça vous permet quand même d'être capable d'avoir des informations beaucoup plus rapides sur vos clients, sur des échanges. Vous partez en voyage pendant X temps ou en vacances. Il y a eu toute une série d'échanges avec le client. Avoir un résumé très rapide et une des fonctionnalités, par exemple, qui marche très bien et qui est assez appréciée pour gagner du temps, à savoir où les avancées d'interaction avec les clients en sont, en ayant été absent ou en ayant sollicité plusieurs canaux d'interaction. Donc ça, c'est un premier usage. Si dans vos communications avec les clients, vous utilisez de l'image ou vous essayez d'avoir un peu de contenu qui change le créatif, là aussi, ça peut être intéressant d'avoir un outil qui peut vous générer du contenu avec des nouvelles idées rapidement.
à vous de voir si vous avez besoin de créer une image, une nouvelle image chaque fois que vous voulez envoyer un email ou communiquer avec le client. Donc voilà quelques exemples. Côté vente, c'est un. Je vais élargir un peu votre exemple de cas d'usage. Alors, j'ai juste prendre un autre cas d'usage qui est entre le client et la vente, mais c'est justement pour un de nos clients qui avait un cas d'usage où il travaille aussi avec des élus. Et ça arrive assez souvent que l'élu, 24 heures avant sa visite, demande un statut, un état des lieux, un résumé de ce qu'il doit dire ou comment il doit se positionner. Et donc, c'est le branle-bas de combat dans l'entreprise pour tout arrêter et se dire, quand on dit 24 heures, en fait, non, j'ai 4 heures pour produire une synthèse, une veille, une note intelligente. Et donc, de pouvoir avoir une solution qui synthétise toutes les initiatives en interne sur un segment bien particulier qui vous le formate dans une première façon, dans une première version, est une solution qui peut être très intéressante, tout en n'oubliant pas d'avoir une relecture critique et qui va valider le contenu et ne pas se dire ça, je vais donner ça au stagiaire et il va envoyer ça. C'est bien écrit, donc c'est que ça doit être bon, et je me pose pas la question de si il me dit que je suis le nouveau centre technologique pour développer des LLM, alors qu'il y avait juste un article sur une société a eu un nouvel usage autour du LLM. Mais ces usages-là sont intéressants. Pareil, des veilles réglementaires sont intéressantes à avoir. C'est un autre usage aussi qui est intéressant, avec une veille réglementaire qui est interne, qui est externe, pardon, donc peut-être avec des outils gratuits ou des outils payants. Il y a d'ailleurs une start-up qui s'est montée sur le territoire normand pour faire de la veille sur tous les documents juridiques publics, qui s'appelle Delibia, qui est dans leur proposition de valeur qui est assez intéressante pour vous aider à exploiter et avoir une veille plus efficace sur tous les éléments réglementaires. Mais derrière cette veille réglementaire, c'est finalement se dire, après, j'ai un panel de contrats au sein de mon entreprise et je vois une évolution réglementaire. Et plutôt que d'aller regarder dans tous mes contrats si mes contrats sont soumis à cet enjeu réglementaire, j'utilise une solution d'IA générative pour lui demander quels sont les contrats qui ont une clause particulière, qui sont soumis à cette évolution de règlement, et ça me sort directement uniquement les contrats qui sont concernés. Ce qui est très puissant d'un point de vue juridique, ce qui nécessite d'héberger tous mes contrats, mais on pourrait se dire, je vais donner le même outil à mes forces de vente, où j'ai tous mes historiques de contrats, et chaque fois que j'ai besoin de faire un nouveau contrat, je lui dis, fais-moi un nouveau contrat pour mon nouveau client, et c'est un vrai gain de temps. Sauf que c'est là où on revient sur les enjeux de spécificité du métier et de la donnée, parce que vous êtes commercial, vous voulez créer un contrat de façon accélérée pour votre client sur la base de vos historiques de contrat. Sauf que si vous avez tous vos contrats depuis le départ, alors que votre
votre politique de prix a évolué dans les 3, 6 ou 12 derniers mois. Votre système d'IA générative, n'oubliez pas, c'est un outil statistique. Donc, il va regarder votre pricing sur l'ensemble des contrats et va vous donner un prix moyen sur la base de tous les contrats qu'il a dans sa base. Et du coup, pour votre nouveau contrat, le vendeur se dit: ah, c'est super, ça m'a fait un nouveau contrat avec toutes les clauses qui vont bien et avec, il me propose ce pricing-là. Sauf que moi, je suis nouveau vendeur dans votre entreprise. Je ne connaissais pas la dernière évolution de prix. Je me dis: bon, bah, c'est ça sur la base de tous les anciens contrats, je mets ça. Et finalement, j'ai sous-vendu. Et c'est là où il y a un vrai enjeu de se poser la question comment je gère, comment je gouverne pour l'IA mes données, mais pour l'IA générative aussi mes documents, pour se dire finalement sur quelle base documentaire je veux que les réponses soient générées. Ça va me faire des économies parce que plus je scanne des documents, ben, plus je génère des coûts puisque c'est la capacité de calcul. Mais plus je scanne des documents, plus je moyennise la réponse. Et s'il faut que j'ai une réponse très spécifique sur juste quelques contrats, et ben là, je suis contre-productif. En conclusion, un vrai potentiel avec quelques éléments à bien garder en tête. La faillibilité, donc c'est pas 100% sûr. L'éthique, il y a des biais volontaires ou involontaires, donc toujours garder ce sens critique et avoir une relecture pour gérer ces éléments de faillibilité et d'éthique. L'impact écologique, est-ce que j'ai vraiment besoin de l'utiliser pour tout ? Juridique avec l'arrivée de l'IA Act. L'impact financier, en général, on peut voir ça très rapidement, mais autant l'anticiper. Mais c'est surtout se poser la question de quels sont l'impact sur mes métiers, dans leurs usages et dans comment finalement ils vont travailler différemment en ayant un outil qui leur permet d'être plus efficient ou d'avoir accès à beaucoup plus de savoir d'une façon beaucoup plus efficace. Et ensuite, ben, selon vos enjeux bien spécifiques, est-ce que vous avez des enjeux de souveraineté, donc de dépendance stratégique, et est-ce qu'il faut avoir des solutions souveraines ou pas? Donc vraiment, gérer ça et ne jamais oublier que l'IA générative, c'est comme de l'IA, ça repose sur des fondamentaux d'un projet data classique. La clé de savoir quel cas d'usage on veut mettre en œuvre et pour qui, de bien gouverner ces données, mais comme je vous ai illustré, c'est aussi se dire, c'est pas qu'une gouvernance de données, c'est aussi une gouvernance documentaire qui peut rentrer en ligne de compte. Les choix technologiques en fonction de votre environnement propre et de vos choix de business model ou de votre capacité financière et l'accompagnement des équipes dans la réalisation de l'expérimentation et ensuite du passage à l'échelle. C'est tout pour moi. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires? Alors, tout d'abord, merci Cédric pour cette présentation très riche de cas d'usage aussi. Écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Cédric pourra y répondre. Vous pouvez donc vous pouvez utiliser vos micros pour les questions. Et dernier point, donc vous voyez, il y a différents modèles économiques, il y a différentes façons de le mettre en place, et donc il y a aussi des niveaux de prix différents qui existent. Il ne faut pas se dire que c'est un projet à 150 000 € forcément pour commencer.
Il y a des projets qui peuvent être mis en place de façon beaucoup plus resserrée pour vous permettre de prendre ça en main et de bénéficier de certains avantages de ces technologies-là. Par exemple, Cédric, si je suis, alors je reviens sur l'idée d'un commerçant, mais ça pourrait être applicable dans d'autres domaines. J'ai une base de données client, tout un tas d'informations par des canaux. Si je veux intégrer ces éléments-là pour les analyser grâce à une intelligence artificielle, euh, dans l'accompagnement que je peux avoir, ça me prend combien de temps? Quel coût ça peut représenter? Je sais pas, je prends par exemple, je vends des chaussures. Je suis un commerçant indépendant, je me fournis un petit peu partout en Europe et j'ai une clientèle locale, quoi, dans une petite ville de 30 000 habitants. Mm. Euh, Mettons que j'ai 500, 1000 clients, je sais pas. Et pourquoi faire, hein? Parce que c'est la première question, c'est quel est votre objectif? Voilà. Est-ce que c'est de mieux parler aux clients? Est-ce que c'est de mieux gérer vos fournisseurs? Est-ce que il faut pas se, enfin, C'est plutôt par rapport aux clients pour me dire mieux connaître la façon où ils achètent, les produits qui les intéressent et, et augmenter mes ventes, quoi. et ben là, moi j'aurais tendance à dire, je suis pas sûr que c'est un projet d'IA générative. Ça peut Ouais. être un projet d'IA classique Mm. de regarder, d'utiliser toutes, si vous avez des données historiques, d'utiliser Mm. toutes vos données historiques pour regarder et identifier des comportements clients, de créer ce qu'on appelle des personas, Ouais. et de se dire, je catégorise mes clients d'une certaine façon, et finalement, je monte un modèle prédictif de consommation pour anticiper ou faire des offres de façon proactive vers ces clients-là, parce que j'ai vu que dans leur comportement historique, j'ai identifié un certain nombre de patterns qui Mm. montrent qu'il y a une autre probabilité que leur prochain achat, c'est ça, ou que leur trajectoire va être ça. Et donc, je vous recommanderais plutôt de mettre en œuvre un projet d'IA classique qu'un projet d'IA générative. D'accord. Alors c'est peut-être complètement ubuesque, hein, mais si par exemple j'ai un restaurant, est-ce que je peux me dire par rapport aux commentaires de mes clients, je pourrais inventer de nouvelles recettes? Oui, techniquement, on va dire tout est Ouais. possible. Je prends tous les avis des clients Mm. et je demande, bien sûr, oui, je demande à l'IA générative de me faire une synthèse de toutes les idées qui remontent, éventuellement les classer par idée, soit par type de viande, soit par Mm. type de salé sucré, soit par entrée plat dessert. Mm. Euh, oui, on peut essayer. Je pense que Mm. là, c'est bien comprendre la donnée qu'il y a pour le mettre, pour nourrir le LLM qui puisse se Mm. nourrir de toutes ces informations-là. Et après, c'est de bien travailler le prompt ou les Mm. prompts qui vont être utilisés pour que vous puissiez extraire la bonne information ou créer des sous-divisions euh, pour, euh, pour en extraire à défaut des recettes, peut-être un ensemble d'aliments qui sont demandés de façon régulière, peut-être à certaines temporalités. Et donc se Mm. poser la question finalement, est-ce que vous voulez garder tout l'historique ou est-ce que vous voulez faire ça de façon tournante et donc de renouveler la volumétrie de données sur laquelle vous voulez que votre solution Mm. d'IA générative tourne pour Mm. éventuellement avoir un roulement dans vos recettes. Mm.
Merci Cédric. Merci. Y a-t-il D'autres d'autres questions? questions? Bon, ça interpelle quand même la question là, de l'empreinte carbone Mm. de l'IA. Hein. Chaque fois, avant de rédiger un prompt, on se dit, tiens, est-ce que ça va vraiment le coup, quoi? Effectivement, dans une démarche RSE, on se pose la question, effectivement, quand on entend certains grands industriels ou retailers disant c'est génial, je vais pouvoir créer une image par produit et pour chaque client. Est-ce qu'on se dit qu'on en a vraiment besoin d'avoir une image 100% dédiée pour chacun de nos clients? C'est une question ouverte, chacun peut l'adresser à travers son prisme. Ouais. Eh bien, si vous n'avez pas de questions, je remercie d'abord Cédric pour cette animation très En tout cas, riche. oui, n'hésitez pas, vous avez mes contacts si vous voulez poursuivre la discussion, si vous avez des questions. Nous, on travaille avec alors moins avec des TPE, je l'avoue, mais de la PME à la très grande entreprise. Et justement, le fait d'avoir cette diversité permet de vous amener aussi ces éclairages de ce qui marche pas, et de vous faire bénéficier de notre expérience. Donc, on serait ravis de vous accompagner dans vos réflexions. Et chez Orange Business, on a conçu aussi des solutions clés en main qui sont faciles à implémenter sur un temps défini pour que vous puissiez faire votre expérimentation. Et ensuite, si ça a du succès, se poser la question ensuite de comment vous voulez mettre en place une solution plus pérenne. Et si ça n'a pas de succès, de pouvoir juste l'éteindre dans un environnement de coûts maîtrisé et avec l'accompagnement qui va bien pour que vous puissiez vraiment en retirer la valeur appropriée. Merci. Si vous souhaitez recevoir le replay, n'hésitez pas à me laisser vos adresses mail pour toutes les personnes qui ne se sont pas inscrites au préalable. Vous retrouverez donc nos prochains événements numériques autour de la cybersécurité et de l'IA jusqu'à la fin de l'année sur le replay. Et je vous souhaite donc à tous une très très bonne journée. J'ai À juste vu bientôt. une main Oui. levée, Nathalie. Une main levée. Non, c'était une erreur. Je voulais juste applaudir. C'est Je me suis trompé de bouton. Voilà, je suis pas une IA. Ok. Merci à tous encore pour votre participation. Merci Cédric pour votre animation et je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.